À notre époque moderne, l'idée que nous vivons dans un univers géocentrique sur une Terre plane et immobile a été marginalisée, moquée et ridiculisée à un tel point que même en essayant d'avoir une conversation sérieuse sur le sujet n'aboutit à rien d'autre qu'à un barrage de sourires, de ricanements et de sarcasmes. Dans certains cas, des personnes ont même perdu leur emploi, leur réputation ou leurs relations pour avoir osé parler ouvertement de ce sujet particulièrement tabou. Des siècles de pseudosciences héliocentriques poussées par la Société royale d'astronomie, la NASA et d'autres organisations officielles, ainsi que la censure systématique de la science géocentrique, ont abouti à une stigmatisation qui fait que la plupart des gens ne peuvent même pas considérer le sujet ou avoir une conversation respectueuse le concernant. Au lieu de cela, l'idée est immédiatement rejetée avec dédain ou exaspération, et son auteur considéré comme s'il s'agissait de l'ignorant le plus rétrograde de l'ère de l'information. Grâce à des générations d'endoctrinement intellectuel et de propagande émotionnelle, l'idée que la Terre toupie penchée en oscillation est la troisième boule de l'espace à partir du Soleil est devenue l'évangile incontestable dans l'Église du scientisme. Des prêtres héliocentriques comme Copernic, Newton, Galilée, Einstein, Hawkins et d'autres ont été élevés au rang de la sainteté scientifique et leurs théories canonisées en tant que loi. Depuis leur création, la NASA et d'autres agences spatiales ont publié d'innombrables photos et vidéos montrant de prétendues preuves visuelles de leurs affirmations, ce qui cimente la solidité de la pseudoscience héliocentrique dans l'esprit des masses. L'homme moderne, moyen, subit un tel lavage de cerveau par la religion du globe que quiconque la remet en question est perçu comme un iconoclaste blasphémateur ou un apostat hérétique. Plutôt que d'aborder le sujet avec l'ouverture d'esprit, l'honnêteté et le scepticisme d'un vrai scientifique, les partisans du globe se comportent comme des dogmatiques incapables de remettre en question leur foi. Le rejet viscéral rencontré lorsqu'on essaie d'informer les autres fait que c'est un défi de les amener à reconsidérer ce qu'on leur a enseigné, qui peut s'avérer être une tâche écrasante, et en raison des mécanismes de défense d'un sévère ego déplacé, inculqué à ces adorateurs du globe, exprimer des doutes sur des positions qu'ils perçoivent comme ayant déjà fait leurs preuves, au-delà de tout reproche, se traduit souvent par des relations et une réputation ruinée. Par conséquent, la meilleure façon d'aborder ce sujet dans la plupart des situations est de le faire indirectement et si possible anonymement. Il existe de nombreuses formes efficaces d'activisme anonyme à la disposition d'individus inspirés, tels que des autocollants, des pamphlets, des peintures murales, des cartes, des vidéos, des expositions ou des manifestations publiques, des clés USB ou des DVD gravés de documentaires, et des livres physiques, ou mes livres audio et vidéo gratuits comme Flat Earth FAQ, Flatlantis, The Earth Plane, The Flat Earth Conspiracy, et 200 preuves que la Terre n'est pas une boule toupie. Dites à votre bibliothécaire ou libraire local que vous aimeriez qu'il stocke les livres d'Éric Dubé, offrez-les en cadeau, partagez-les sur les médias sociaux, et prêtez-les à toute personne à l'esprit curieux et ouvert. Lorsque vous abordez ce sujet pour la première fois, il est préférable de vous retirer du centre de la scène, par exemple, en écoutant un livre audio ou un album sur la Terre plane pendant un long voyage en voiture, ou en mettant un film du genre Level, Flatten the Curve ou The Mechanical Realm à l'écran lorsque des amis ou de la famille sont en visite. Plutôt que de se concentrer immédiatement sur le sujet, il est beaucoup plus fructueux et pacifique de leur demander d'abord d'accepter de regarder ensemble un documentaire informatif, ce qui vous évite de répondre à toutes les questions que les gens posent toujours lorsqu'on leur présente ce sujet, et leur permet de commencer à y réfléchir silencieusement en regardant une vidéo. Puis ensuite, lorsqu'ils vous posent les mêmes dizaines de questions que tout le monde pose, au lieu d'essayer de formuler vos propres questions concises et articulées, sortez-leur votre exemplaire de Flat Earth FAQ et lisez-leur mot pour mot le chapitre correspondant à leur question la plus fréquemment posée. Chaque fois que j'ai fait cela, mon auditoire estomaqué est resté bouche bée devant l'exhaustivité des réponses et de l'attention apportée à leurs objections. En dernier, si vous décidez de vous engager à bâton rompu dans une discussion ou un débat, la meilleure façon de l'aborder est sans aucun doute la méthode socratique.
ce qui implique la remise en question systématique des croyances, des hypothèses et des idées préconçues, puis, en fonction de leurs réponses, de continuer à poser d'autres questions suggestives, avec l'objectif d'exposer une contradiction, une hypocrisie, un deux poids deux mesures ou une impossibilité pure et simple. Par exemple, une bonne question pour commencer est la suivante. Pouvez-vous me montrer une démonstration d'une grande étendue d'eau stagnante qui présente une convexité ou une forme quelconque à sa surface? Soit ils prétendront que les photos de la NASA sont considérées comme une démonstration, soit ils prétendront que les gouttes d'eau ou le ménisque dans un verre d'eau constituent en quelque sorte une grande masse d'eau à l'étal. Ils feront appel à la théorie de la gravité, qui ne fonctionnerait qu'à des échelles trop grandes pour qu'ils puissent les recréer, ou bien ils admettront qu'une masse d'eau stagnante qui s'enroule autour d'une sphère en rotation et qui s'y colle sur tous ses côtés est physiquement impossible. En fait, ils essaieront généralement d'invoquer les trois premiers arguments spécieux avant de s'avouer vaincus ou de changer de sujet. Puis, dans une attitude d'incrédulité, ils insisteront généralement pour que vous expliquiez comment telle ou telle chose fonctionnerait sur une Terre plane. Dans ces situations, je recommande de leur rappeler que le modèle héliocentrique du globe est l'affirmation positive qui est faite, crue par la grande majorité et promue par le courant dominant, alors que votre position est simplement celle de quelqu'un qui a des questions. De nombreux partisans du globe ont oublié de poser des questions et faire des expériences pour tester leurs connaissances. C'est la définition même de la méthode scientifique et c'est exactement ce que les soi-disant platistes font au lac avec leurs lasers, à la plage avec leurs télescopes et dans des ballons à haute altitude avec leurs caméras zoom. Lorsque les mathématiques de la courbure du globe sont comparées et contrastées avec des démonstrations pratiques telles que celle-ci, de sérieuses questions dont les réponses sont insuffisantes sont soulevées. Et comme l'a fait remarquer le regretté scientifique Richard Feynman, je préférerais avoir des questions auxquelles il n'est pas possible de répondre, plutôt que des réponses qui ne peuvent être remises en question.